Salut! Aujourd'hui tu vas écouter Célia, elle a 23 ans et a terminé son bachelor en droit en 2018. Depuis elle est partie voyager pendant une année, césure durant laquelle elle a précisé son choix professionnel. Cette année elle est très occupée entre stage et association. Elle raconte ce qu'elle a appris durant son voyage et explique ses ambitions pour l'avenir. Bonne écoute! Salut Célia! Hello! Merci beaucoup d'avoir accepté, c'est trop chouette. Donc toi, direct après le lycée, t'es allée à l'Uni en droit. Pourquoi t'as choisi ça? Et puis, est-ce que t'avais un projet professionnel à l'époque quand tu t'es lancée là-dedans? Yes, du coup, moi j'ai choisi le droit parce que depuis toujours j'avais envie de faire du droit. C'était un peu mon rêve en fait de devenir juriste. Ma mère elle m'avait parlé de ça quand j'étais plus petite et puis je me suis dit pourquoi pas. Du coup je suis partie direct après le lycée à l'université en droit. J'ai fait mes 3 ans mon bachelor et en fait mon grand rêve c'était de devenir juriste pour défendre le droit des femmes ou aller dans tout ce qui était le droit international humanitaire à l'époque. C'était vraiment ce que je me voyais travailler dedans et puis où je me voyais être en fait plus tard en tant que métier. Ok. Et c'est fou. Enfin, il y a certaines personnes qui ont effectivement, depuis qu'ils ont 8 ans, ils savent qu'ils veulent être prof, par exemple. Puis ils lâchent pas, puis ils font la chepée et tout. Et ouais, c'est chouette. Ok. Et du coup, ça s'est passé comment, l'université? Est-ce que ça a répondu à tes attentes? Comment tu l'as vécu? Alors ouais. Vous avez pas le visuel. La tête de Célia est priceless. Un peu ouh. Excellente question en fait. En fait ça s'est pas du tout passé comme moi je me l'attendais. Je sais pas, j'avais un peu une vision de l'université un peu genre high school, c'est une vision un peu américaine où tout le monde s'entendait super bien et tout. Une vraie cafette. Ouais, une vraie cafette, entre guillemets une vraie petite communauté, tout le monde pouvait parler avec tout le monde, c'était chouette. Et en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je suis quand même arrivée dans une université en droit où les gens étaient très très sérieux. Il fallait quand même avoir un certain style, un certain parler, il fallait quand même une certaine entre guillemets prestance, même si beaucoup de gens ils diront pas pareil. Moi j'ai quand même ressenti ça. Et du coup, c'était assez en fait difficile au départ de se faire des amis ou d'aller vers les gens parce que pour eux ils étaient là juste pour le droit et rien de plus. Et ouais, heureusement en fait que je connaissais déjà des gens qui ont fait l'université avec moi. Du coup, c'est la première année, même les 2 premières années, en fait, j'étais tout le temps avec eux et j'avais pas vraiment fait d'autres rencontres. Et du coup, c'était pas du tout comme je m'imaginais. C'était vraiment très, très différent. Un peu plus froid, en fait, que moi, ce que j'avais vraiment vu. Et du coup, j'avoue que c'était un peu la partie dommage, entre guillemets, de mon expérience à l'université, en tout cas à Neuchâtel. Surtout que j'ai appris après, plus tard, que à l'université de Neuchâtel, c'est une des plus petits endroits, en fait, de toute la Suisse romande. Du coup, les autres, ouais. J'ose pas imaginer. Ça doit vraiment être encore plus et en marqué. Plus, quand tu sors du lycée, t'as vraiment... Enfin, t'as l'habitude de connaître tout le monde, de faire des amis facilement, c'est ça, en que fait. ce soit fluide, et puis t'arrives là, puis t'es là, ok, c'est d'accord. Ça. T'as déjà ton groupe d'amis, en fait. Ouais, du coup, ouais, c'est tellement différent, du coup, ouais. Ok, donc plutôt le côté humain qui t'a déçu de l'Uni. Ouais, plutôt, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, au niveau vraiment de la formation, est-ce que tu arrives à me donner un aspect positif et un aspect négatif de comment on vous enseigne le droit à l'Uni? Ouais, alors en tout cas à l'université à Neuchâtel, il y a beaucoup de travaux écrits qui sont des oraux en fin d'année, ce qui est pas vraiment le cas en fait à Fribourg ou à Lausanne, il y en a beaucoup moins. Du coup, c'est clairement ce que j'ai aimé en fait, c'était clairement un aspect positif pour moi parce que j'ai énormément de problèmes d'orthographe et ça pour une future juriste, ça le fait pas trop. Et au moins dans les oraux, puisque j'aime bien parler, j'aime bien communiquer et je parle beaucoup, c'était beaucoup plus facile en fait pour moi trop bien. de me préparer et puis passer mes examens. Du coup, ça c'était vraiment chouette. Moi, je pense que c'est le cauchemar de plein de gens, les oraux. Voilà. Je pense que c'est l'inverse de beaucoup de personnes, mais moi c'était clairement mon côté positif. Okay. Après, un côté négatif, je dirais très clairement que pour moi, il n'y avait pas assez de pratique en fait. C'est ce que j'ai un peu regretté. C'est qu'en fait, tu arrives à l'examen et il y avait des cours, c'était ton premier exercice, honnêtement. Et tu n'avais jamais fait d'exercice, tu n'avais fait que de la théorie. Ou alors, il y avait des exercices, mais c'était à faire à côté
genre chez toi. Les trucs que des fois, honnêtement, tu fais pas parce que tu vas pour la théorie, pour les cours, t'écoutes les profs. Vous avez pas de TP en droit? Et non, on en avait en première année et en deuxième année, ils ont été tous supprimés. Et en fait, c'était vraiment dommage parce qu'on n'a pas pu... En tout cas, quand moi j'étais à l'université, je crois pas qu'ils ont été remis depuis, mais c'était vraiment dommage parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui critiquaient en fait ces TP et du coup, ils les avaient enlevés. Mais en fait, le gros problème, c'est que tu savais pas à quoi t'attendre en fait à l'examen parce que t'étais vraiment genre t'avais pas fait d'exercice avant et du coup c'est vraiment pour moi un aspect négatif. Ça m'a énormément péjouré surtout pour un examen que j'ai dû faire jusqu'en dernière chance et je pense que si j'avais eu un TP là-dessus j'aurais un peu mieux réussi entre guillemets mon examen. Après oui c'est aussi un peu ma faute aussi et d'autres choses mais je pense quand même que ça m'aurait quand même un peu aidé. Du coup c'est un peu l'aspect négatif que je vois un peu de cette formation. Parce que je vois en économie si on n'avait pas de TP enfin il y a un grand gap entre les cours ex cathedra et puis ce que tu dois toi fournir quand on te pose des questions. Enfin, ouais, ok, d'accord. Ok. Du coup, après ton bachelor, t'es partie en voyage pendant 1 an. Yes. Déjà, avant que tu nous parles du voyage en tant que tel, à quel moment t'as décidé que tu ferais une pause, entre guillemets, après ton bachelor et puis pourquoi? Alors, c'était à la fin de ma 2e année. Je venais justement de rater mon examen de droit des obligations et responsabilité civile extra-contractuelle. Ça fait mal. C'est pour ça que je l'ai raté. Non. J'aime pas l'énoncé. Ah ouais, c'est déjà pas mal hein, comme titre. Ouais, mais en fait, quand je l'ai raté une 2e fois, j'étais vraiment entre guillemets à bout parce que c'était l'examen en plus le plus important de notre bachelor. Il faisait 13 crédits. C'était énorme. C'était vraiment énorme. Et ce qu'il demandait, c'était énorme. Et c'était 3 heures, je crois, d'examen. Du coup, je me suis fait ça. En fait, je me suis fait 9 heures d'examen. Parce que j'ai passé 3 fois. Et à chaque fois écrit. Oui, à chaque fois écrit. Donc, pas du tout là où moi j'aime. Là, s'il vous plaît, donnez-moi un oral. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'était vraiment dur. Et en fait, quand je l'ai raté pour la 2e fois, c'était septembre. Du coup, je pense 2017. Ça doit être ça. En fait, je me suis dit, il faut que je prenne un temps après. Parce que je me suis toujours vue faire bachelor et master à la suite. Je me disais même, ça sert à rien de s'arrêter entre le bachelor et le master. Et en fait, j'étais tellement à bout niveau cours, niveau ce qu'il fallait faire et tout, que je me suis dit, non, mais il faut que je m'arrête et il faut que je prenne quand même une année pour moi. Et j'ai eu l'idée de faire cette année sabbatique à peu près, genre, en fait, pour m'arrêter de tout le temps être dans ces révisions, et puis ça faisait juste trop. Au bout d'un moment, j'allais plus y arriver. Et puis j'aurais eu plus de plaisir, en fait, de faire le master, parce que j'étais juste à bout, niveau études, je crois, à ce moment-là. Oui, en plus, ouais. Du coup, ouais. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait pendant cette année de voyage ? Alors, grosse question. Beaucoup de choses. Je suis partie 3 mois en Afrique du Sud avec une amie. On est parti dans une association qui luttait contre le trafic d'êtres humains. Donc j'ai fait du bénévolat là-bas pendant 3 mois. J'ai suivi des femmes qui ont été victimes de trafic d'êtres humains. Et puis l'association en fait, elle leur permet d'avoir un endroit entre guillemets safe où elles peuvent être juste entre guillemets sauvées de tout leur mac ou de tout ce qui s'est passé, et puis elles peuvent juste reprendre et se réintégrer dans la société. Donc on leur a permis je leur ai donné des cours de danse, on leur a donné des cours de tricot, des cours de machine à coudre, des cours d'ordinateur, des cours d'anglais. C'est juste pour leur permettre en fait de se remettre dans la société, et c'était vraiment bien. Et après ces 3 mois en Afrique du Sud, j'ai un peu voyagé partout dans le monde entier. Et je suis partie sac à dos, seule. Et je suis allée en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Espagne. Et j'ai rejoint une de mes amies en Amérique, où j'ai aussi pu faire du bénévolat, plutôt tout ce qui était avec les personnes qui sont homeless, donc qui n'ont pas... À Los Angeles. Ouais, à Los Angeles, les SDF. Ouais, c'est abusé. Et ouais, c'est vraiment... Enfin, il y a vraiment des favelas, quoi. C'est incroyable. On se rend pas compte, le nom mais en qu'il fait... y en a. Ouais, non. Il y en a partout. C'est vraiment incroyable. Il y avait énormément de travail, en fait, là-bas. Et puis, mon amie, elle travaille justement dans cette association. Et puis, en même temps, j'ai aussi pu voir ma famille américaine. Et puis faire du bénévolat aussi. Et puis après, je suis gentiment rentrée à la maison. Une année bien complète. C'était une année bien complète. Ouais. Mais ok. Mais puis du coup, en Afrique du Sud, c'était au Cap, c'est ça ? Oui, à Cape Town. C'était un peu... C'était quand même un peu en lien, tu dirais, avec
justement le droit des femmes et tout? Oui, alors... Ou t'as même pas réfléchi dans ce sens-là et t'avais juste envie de... Non, alors c'était clairement en lien. En fait, j'ai toujours eu à cœur le droit des femmes et puis les femmes en général. Et je voulais pas partir faire du bénévolat juste pour faire du bénévolat. Pas partir... entre guillemets, j'ai eu tellement d'échos de personnes qui partaient à, entre guillemets, construire des maisons, mais après, ils les redétruisaient pour que le groupe d'après les reconstruise. Et moi, pour moi, c'était du non-sens. Ouais. Parce que j'en ai entendu des trucs d'humanitaire et tout, vraiment à chier, mais alors ça, j'avais jamais entendu. Ouais, en fait, ma cousine, elle s'est fait avoir dans un de ces associations, en fait, qui se disent des associations de bénévolat pour aider, puis au final, tu sais pas vraiment où l'argent va, et puis... Non, c'est un vrai marché touristique, hein, l'humanitaire. Non, c'est abusé. Faut vraiment bien choisir ses assos, et puis même la manière dont t'aides les gens, parce qu'effectivement, même... après, c'est mon avis personnel, hein, mais je me dis que, genre... aller construire des écoles, après quand les Européens, déjà t'as le problème de ouais, je vais pas y arriver, mais néocolonisation. J'ai ce problème là, et puis en plus quand les gens partent, souvent les écoles sont pas utilisées parce qu'en fait t'as pas tout le reste qui a été mis en place, enfin puis c'est compliqué. Du coup en fait moi je voulais clairement faire du bénévolat, plutôt être sûre que j'avais une personne en face de moi en fait, puis que je pouvais vraiment aider quelqu'un, puis tu t'es senti utile là, parce qu'en plus c'est vraiment de l'humain à l'humain, quoi. C'est ça, en fait. T'apprends des choses aux gens, puis tu les aides. Exact. C'était vraiment un privilège, en fait, d'avoir pu être avec ces filles, et puis d'avoir, juste pu leur parler, juste pu les aider, entre guillemets. Et puis, je pense qu'elles nous ont beaucoup plus aidées que nous les avons aidées, et c'était vraiment un temps de qualité, vraiment, avec elles. C'était vraiment beau. Du coup, la première semaine là-bas, ça s'est passé comment? Ça a été un choc ou... Alors, c'était assez challengeant. Je crois que la première semaine, ce que je me rappellerai toujours, c'est qu'il nous avait dit qu'il faisait assez froid en Afrique du Sud. Et en tant que bonne chaude-fonnière, on s'était dit non, mais il déconne. Il ne doit pas faire froid. Froid chez eux, ça doit être 11 degrés. Ouais. Et il a fait, mais froid. Tellement froid. En fait, c'est juste qu'ils ont pas de radiateur. Ils ont pas d'électricité, en fait. Du coup, ils peuvent pas tout payer. Donc, ces maisons, elles ont des énormes trous, même dans les fenêtres. Et du coup, il fait froid. Et nous, qui étions partis avec short, t-shirt, étions sous nos énormes couvertures. On avait essayé de... Il faisait vraiment froid. Et je pense que c'est drôle, mais c'est ça qui a été un peu la première semaine, c'est clairement ça qui m'a fait, en fait, le plus réagir par rapport à tous les clichés aussi. Oui. Et aussi, en fait, rencontrer ces filles, la première fois, c'était assez challengeant parce qu'elles nous avaient prévenus, mais elles nous avaient prévenus aussi sincèrement que c'est des filles, elles ont vécu dans la rue, elles n'ont pas forcément eu de famille, elles ont des comportements très différents. Pour dire non, elles se tirent les cheveux, elles ont l'habitude d'utiliser des ustensiles ou ce genre de choses. Et en fait, on avait à la fois un petit peu peur avec mon amie quelquefois, et je pense que cette première semaine, honnêtement, on était là, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, quand on les a rencontrés, ça a été vraiment un moment magnifique, parce qu'on voyait au départ que la confiance, c'était dur à s'installer, mais au final, elles nous ont direct accepté, elles nous ont direct pris dans leurs bras, elles nous ont direct parlé, elles ont été tout de suite toutes choues avec nous. On n'a jamais eu de problème en fait comme ça, comme elles le disaient. On n'a jamais eu de problème avec elles. Il y a eu quelques problèmes entre elles, mais on a toujours pu régler les situations. Elles nous ont toujours fait, entre guillemets, attention à nous, alors qu'au final, le but, c'était de faire attention à elles. Et en fait, il y a vraiment eu une énorme amitié qui s'est créée entre nous. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ces moments de partage qu'on a pu avoir les unes avec les autres. C'était vraiment beau. Et elles restaient à peu près combien de temps, les filles, dans la sauce? Ou c'était fait pour qu'elles restent justement même des années ou... Alors le programme, en fait, c'est un peu différent. Théoriquement, leur programme, il est pour 9 mois à 1 année et demie. Okay. Et puis le but, c'est qu'au bout de 9 mois ou 1 année et demie, elles trouvent un travail. Et puis en fait, il y a 2 maisons différentes. Il y a la maison où ils accueillent. Et puis ça, c'est plutôt pour tout ce qui est réinsertion, psychologiquement suivi ou ce genre de choses. Puis qu'au bout d'un moment, elles trouvent un travail. Puis en fait, elles peuvent habiter dans le 2e maison, qui est la 2e étape. Puis en fait, c'est juste être indépendante. C'est t'as une maison à toi, donc t'occuper de la maison, aller travailler, et puis l'argent il contribue aussi par rapport à la société, puis par rapport à toi-même, arriver à survivre entre guillemets. Et puis le but de cette formation, c'est qu'à la fin, t'arrives à
à retrouver une vie où tu as un travail, tu sais regérer ta vie, tu sais regérer l'argent, et puis tu retombes plus dans tout ce qui est la drogue, l'alcool ou bien la prostitution. Et puis que tu puisses retrouver cette vie que, entre guillemets, ces gens t'avaient volé quand tu t'étais fait trafiquer. Ouais, parce qu'en moyenne, les filles, elles se font enlever à quel âge? Où il y a vraiment de tout Alors, honnêtement, en Afrique du Sud, de ce qu'on a vu, c'était entre 17 et 32 ans. Okay. Donc c'est assez vaste en fait. Et puis c'est vraiment, en fait, c'est juste des femmes, soit elles étaient désespérées, et puis cette occasion s'est offerte à elles, et puis au départ c'était de la prostitution, et puis au final elles sont tombées sur une mauvaise personne qui a profité d'elles et c'est devenu du trafic. Ouais. Ou alors c'est des femmes qui ont accepté des travaux. Un travail par exemple qui leur avait promis de travailler, je sais pas, secrétaire dans un hôtel, mais cet hôtel, bien sûr il n'existe pas, puis elles sont tombées aussi dans du trafic. En fait ça dépend, c'est assez, il y a énormément d'histoires en fait différentes. Il y en avait une, je me souviens qu'elle m'avait dit que c'était son oncle qui avait fait promettre à sa mère qu'elle lui trouverait un travail, et puis finalement son oncle n'avait pas trouvé, mais il avait besoin d'argent, donc il l'avait un peu donné. Et puis c'est un peu, c'est un peu des histoires entre guillemets horribles, et tu vois qu'après en tout cas c'est des femmes qui sont détruites, en tout cas honnêtement, quand elles arrivent dans cette situation, et puis qui ont besoin de cette aide qui leur est offerte. Ok, d'accord, trop bien, je pense que c'était hyper enrichissant comme expérience. Ouais, ça l'était. Non, ça l'était vraiment. Et en fait, ça, elles nous ont... En plus, en tant que femmes, elles nous ont fait énormément grandir, je pense. Ouais. Et puis, en tant que vision du monde aussi, de réaliser que ça existe là-bas, mais que ça existe aussi chez toi. Et je pense, c'était à la fois enrichissant, challengeant, mais vraiment quelque chose de nécessaire, entre guillemets. Et puis aussi nécessaire pour plus tard, en fait, pour moi. Pour mon projet professionnel plus tard. Oui, on en reparlera après. Oui. Ok, trop bien. Et puis, ok. Et j'avais une question. Qu'est-ce qui a changé quand tu es revenue de cette année de voyage? Est-ce que tu étais dans le même état d'esprit? Est-ce que tu avais du coup changé de projet, d'objectif, ou comment s'est passé le retour? Alors je peux pas dire que j'étais quand même dans le même état d'esprit. Honnêtement, j'avais plus aucune motivation de continuer des études. Ouais. Ça c'était clair et net. Tout le monde m'avait dit tu verras après une année de pause, t'auras plus envie de continuer. J'étais là mais non. Et en fait oui, j'avais plus envie de continuer. Et en fait, j'ai eu énormément la chance de pouvoir côtoyer énormément de cultures, de personnes, d'idées différentes, d'origines différentes. On travaille l'Afrique, les États-Unis, la Chine, la Nouvelle-Zélande. Ouais. C'est pas mal différent en fait. Et j'ai pense que tu te remets en question toi-même à chaque fois, genre... Ok, on fait comme ça ici. C'est ça en fait. Moi je fais ça comme ça, ok. C'est ça. Ouais. Et puis juste découvrir qu'il y a un monde qui existe, que t'es pas tout seul, qu'il y a d'autres cultures, bêtement, qu'il y a d'autres gens en fait. Et ça m'a fait énormément de bien. Et aussi découvrir que honnêtement, t'as aussi une vie qui est bonne. Moi j'ai toujours grandi dans une famille. J'ai toujours eu mon papa et ma maman. Une famille qui m'aimait, ils sont ok pas aisés mais quand même on est en Suisse, on vit bien honnêtement, et puis juste réaliser que dans le monde entier il y a des gens qui n'ont jamais connu leurs parents, il y a des gens qui n'ont jamais connu une situation financière stable, qui n'ont jamais eu d'emploi, qui n'ont même pas de papier, qui ne savent même pas qui ils sont en fait, et ouais en fait j'ai juste un peu eu une autre vision et tellement d'autres questionnements que je me voyais pas juste continuer un master pour faire un master, parce que je voulais vraiment trouver comment je pouvais aider moi maintenant ici, dans ma région et dans mon pays, ces personnes qui, même si on n'en parle pas en Suisse, elles existent aussi en Suisse. Et en fait, d'avoir voyagé à travers le monde m'a juste fait réaliser que on a aussi ces challenges ici, même s'ils sont plus petits, parce que oui, la Suisse est plus petite que l'Amérique, mais ça existe quand même, et juste de pouvoir aider en fait, comment moi je pourrais aider ces personnes, comment moi je pourrais, entre guillemets, ne pas fermer les yeux, une personne de plus, mais pouvoir vraiment les voir et puis pouvoir vraiment les aider. Du coup,
j'avoue que j'étais pas motivée à recommencer un master et en fait je voulais plutôt travailler. Du coup je cherchais plutôt à faire des stages pendant cette année et au départ je voulais vraiment faire des stages dans le domaine du droit parce que techniquement je suis juriste après mon bachelor. Ah oui, t'as un titre quand t'as un bachelor. Ben ouais, mais en fait c'est qu'un titre parce que j'ai appris que je pouvais pas vraiment travailler en tant que juriste parce que j'étais pas vraiment spécialisée. Du coup, si tu veux travailler en tant que juriste, tu dois faire comment? Bah un master en fait. Ah, Normalement, un vrai ok. juriste, c'est la personne qui a le bachelor et le master. Quand on a un bachelor, on est considéré comme juriste, mais je crois qu'il nous appelle même juriste junior, si Ah j'ai ouais? bien compris. Je suis pas sûre, mais il me semble qu'on est des juristes juniors. Ok. Et en fait, c'est juste qu'on n'a pas de spécialisation, donc Donc en fait, tu peux pas être embauché avec un bachelor c'est ça en droit. fait, c'est Ok. ça. Et j'ai voulu faire des stages, et j'ai postulé à beaucoup d'endroits, mais finalement ils m'ont tous pas pris. Et du coup, j'avais un peu loupé aussi le délai pour faire les inscriptions au master. Et puis comme en droit, on est assez sur les délais. Ouais, finalement, je me suis dit, pourquoi pas prendre une année encore, puis pouvoir réfléchir vraiment à quel master je voudrais faire plus tard. Enfin, est-ce que tu culpabilises un peu de... Comment formuler ça? Je sais qu'il y a des gens qui font des pauses justement ou qui se réorientent et puis dès qu'ils sont dans une année où ils font pas d'études, ils culpabilisent de pas être en études comme s'ils perdaient du temps. Est-ce que t'as ce sentiment-là ou pas du tout et tu... Non. Non, je dois avouer, honnêtement, j'ai pas trop ce sentiment. Tant mieux. Hein. Parce que, non, mais j'avoue, après, c'est chacun son point de vue, mais je pense que si tu m'avais posé la question il y a peut-être 2 ans, niveau mentalité, je t'aurais dit oui, parce que je croyais vraiment qu'il fallait faire bachelor, master, trouver un travail, jamais s'arrêter, jamais changer de voie ou ce genre de choses. Et en fait, de faire une année sabbatique, de faire step by step, ça m'a fait juste réaliser que tu changes en fait. Tu changes aussi d'idées, tu changes par rapport à ce que tu vois, par rapport aux personnes que tu côtoies aussi. Et juste de prendre peut-être un peu plus de temps pour être sûr de ta décision ou essayer un peu plus de choses pour un peu voir d'autres choses. Maintenant, je suis plutôt dans cette idée que ça me fait grandir, puis ça me fait réaliser d'autres choses, d'autres cursus ou d'autres possibilités en fait que j'ai. Et puis du coup, j'aime bien prendre cette année aussi pour réaliser ça. Du coup, non. Ok, trop bien. Et du coup, cette année, elle est un peu particulière pour toi parce que du coup, t'es partie de chez tes parents. Ouais. T'as emménagé avec ta pote avec qui t'étais en Afrique du Sud. Vous avez pris un studio. Tu prends des cours une fois par semaine à la HET, la Haute École de Théologie. Et t'es active dans des assos en tant que stagiaire. Déjà, est-ce que c'est un peu flippant, tous ces changements en même temps, ou c'est réjouissant, ou un peu des deux? Plutôt réjouissant en fait. Ouais. J'aime bien les changements de base. Si j'étais pas une personne qui aimait les changements, je pense que ce serait flippant. Mais j'aime bien les changements, du coup, plutôt réjouissant pour moi. Plutôt des belles choses qui se passent cette année. Du coup, ouais. Et du coup, tu bosses dans quelle assos en tant que stagiaire? Oui, alors cette année, je fais un stage dans les GBEU, donc c'est les groupes bibliques des écoles et universités. Et comme tu l'as dit, dans le cadre de mon stage, je vais à la HET, à Saint-Léger. Ah, c'est Ali, ok. Oui, c'est dans le cadre de mon stage, du coup, j'ai un jour par semaine, je vais justement à la HET à Saint-Léger. Et c'est assez... Moi, je connaissais pas en fait les GBEU, même du coup, c'est des groupes bibliques qui sont dans des lycées ou dans des universités. Et j'en avais jamais entendu parler quand j'étais à l'université. Et en fait, j'en ai entendu parler quand je suis revenue de mon année sabbatique. Et comme j'avais aussi à cœur en fait de donner une année plutôt... orientée stage, plutôt orientée sur prendre le temps de réfléchir moi plus tard ce que je voulais vraiment faire et puis plutôt que me lancer dans quelque chose que j'allais pas finir et puis un master que j'aurais pas envie de faire en fait, de plutôt me donner une année de réflexion. Quand j'ai entendu parler de ce stage, je me suis dit pourquoi pas, et puis ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire en fait de la théologie, puis d'avoir un peu plus de connaissances sur ce sujet. Du coup, j'ai trouvé que c'était le stage parfait pour moi, donc je me suis lancée là-dedans, et puis c'est ça que je fais cette année. Trop bien. Et ça te prend... tu t'es occupée à 100% avec ça? Ouais, du coup, okay. Les 5 jours par semaine. Ok. Et du coup, t'es devenue chrétienne il y a 3 ans. Et je me demandais, est-ce que ça a participé au changement de ton projet professionnel? Je pense que forcément tu changes d'idée, de mentalité et tout. Mais est-ce que niveau pro, ça t'a un peu changé? Oui, alors honnêtement oui.
En fait, du coup, je me suis convertie quand j'étais à l'université. Au départ, je faisais vraiment l'université pour une espèce de justice, parce que j'avais vraiment à cœur le droit des femmes, et j'avais vraiment à cœur tout ce qui était vraiment la justice par rapport au droit, le droit de l'homme et tout. Et en fait, le fait de devenir chrétienne m'a aussi fait réaliser toutes les questions qu'on pose généralement sur est-ce qu'il existe vraiment une justice, est-ce que c'est possible de voir la justice dans le monde, ou ce genre de choses. Et honnêtement, professionnellement, ça m'a fait énormément réfléchir aussi sur pourquoi en fait je voulais être juriste, pourquoi au départ je voulais absolument défendre les femmes, ou je voulais absolument défendre les gens qui avaient besoin d'aide. Et en fait, le fait de m'être convertie, je pense que ça m'a aussi amené des réponses par rapport à ça, et le fait d'avoir aussi parti en Afrique du Sud, c'était aussi une association chrétienne qui luttait contre le trafic d'êtres humains. Et en fait, le fait d'avoir juste vu cette vision aussi là, ça m'a permis de réaliser aussi que il y avait des combats aussi, même ici en Suisse, mais des combats auxquels j'avais envie de prendre position. Et puis ça m'a réconforté aussi de plus en plus dans pourquoi en fait je voulais être juriste, pourquoi je voulais défendre ces gens. Et ça m'a clairement apporté entre guillemets une confirmation de ma vision en fait par rapport à ça. Ouais. Du coup, ça t'a pas, tu t'es pas dit non, je fais totalement autre chose, au contraire, ça t'a... C'est ça en fait, ça m'a vraiment confirmé ça. Trop bien. Qu'est-ce que t'attends de cette année? Ah, c'est une bonne question. Honnêtement, avec la HET, c'est d'acquérir plus de connaissances théologiques, plus de connaissances par rapport à la Bible et tout. Et ouais, il y a beaucoup de taf. Il y a beaucoup de lacunes. Ça, j'avoue. Il y a énormément de questions par rapport à ça, et du coup c'est chouette. C'est qu'il y a plein de choses encore à apprendre, et il y aura plein de choses encore à apprendre après cette année, donc il y a plein de choses. Et je pense aussi, c'est... un des objectifs aussi par rapport à mon stage cette année, c'est de créer un groupe dans les lycées à Neuchâtel. Et en fait, j'ai vraiment aussi à cœur cette année de réaliser en fait que il y a des gens qui croient en Dieu dans les universités et dans les lycées, et qu'il y a une communauté en fait. Et généralement, on dit souvent que entre eux, ils se disent souvent qu'ils se trouvent seuls, ou qu'ils trouvent personne pour partager leur foi. Et en fait, non. Et du coup, j'ai aussi à cœur de rencontrer ces gens, de pouvoir savoir d'où ils viennent, quels sont leurs témoignages, et puis en même temps, moi, grandir dans ma foi, pouvoir aider aussi les gens qui se posent des questions par rapport à leurs études, ou par rapport à ce qu'ils vivent dans les universités, dans les lycées, de pouvoir aussi les aider, et puis de pouvoir aussi être là pour eux. Parce que, je pense que tu l'imagines, mais en droit, c'est peut-être un peu moins flagrant. Mais par exemple, quand tu fais de la biologie et que t'es chrétien, il y a quand même énormément de questions qui vont se poser au bout d'un moment. J'avais une amie évangélique qui était en bio, c'était compliqué, quoi. C'est ça, en fait. Puis c'est normal, parce que dès que t'es dans un domaine, et puis qu'il y a ta foi qui rentre en jeu, t'as quand même beaucoup de questions qui vont arriver. Et puis j'ai aussi... les gens pas croyants, j'avais une pote en bio, il devait... c'était quoi ? Il devait disséquer des souris ou un truc comme ça, puis il y a plein de trucs. Mais je pense qu'en plus, quand tu crois en Dieu, il y a encore d'autres choses qui viennent... tu crois pas ou pas, et de toute façon, il y a plein de questions, en fait. Oui. Puis t'as l'impression qu'il n'y a pas trop de réponses, et en fait, juste pouvoir... pouvoir que ces groupes existent, en fait, c'est aussi le but, c'est de grandir ensemble, puis de pouvoir impacter aussi les uns les autres, mais aussi là où ils sont. Et puis j'ai vraiment à cœur aussi de pouvoir les connaître, d'apprendre à les rencontrer, et puis de pouvoir faire partie, ça tout simplement, en même temps que grandir dans tout ce qui est mes connaissances théologiques et puis ma foi. Ok, bon projet. Ça a l'air pas mal. C'est déjà pas mal. Ah, c'est cool. Et du coup, là maintenant, est-ce que tu penses que tu feras le master ou pas ? Oui, quand même. Alors c'est tout récent. Okay. C'est assez récent, mais oui, maintenant je suis motivée à reprendre un master. J'aimerais bien faire le master à Lausanne, qui est en criminaux et sécurité publique. Du coup, ça reste toujours dans le domaine du droit, mais en fait, c'est un master en droit interdisciplinaire, donc c'est mi-droit, mi-social. Ah, du coup, tu devrais rattraper des crédits en sociologie ou... Pas forcément, okay. C'est pas vraiment un master de droit à 200%, oui, okay. Donc c'est interdisciplinaire. Et en fait, c'est ce qui m'attire, et c'est surtout parce qu'à l'intérieur, il y a tout ce qui est aide aux victimes, lutte contre le trafic d'êtres humains, et puis c'est exactement le domaine où moi je me vois travailler plus tard. Ok, d'accord. Et ça, tu seras prête à le faire à la rentrée 2020 ?
Ouais, du coup, ouais. Okay. L'année prochaine, ouais. Attention les deadlines. Je vais essayer, Laura, merci. Cette fois-ci, je vais pas louper la deadline. Mais ok, bah trop bien. Ok. Mais effectivement, t'aurais pas fait ce master si t'avais pas fait tes 2 ans de pause, là. Non. Je pense que si j'avais pas eu mes 2 ans de pause, j'aurais simplement continué dans un master, si ça se trouve à option libre, ici à Neuchâtel, et j'aurais juste pris des cours qui me plaisaient, mais au final, je serais sortie cette fois-ci juriste spécialisée, mais en sachant vraiment pas ce que je voudrais faire, et puis en étant un peu perdue, en fait, honnêtement. Du coup... Ok. Du coup, ouais. Et du coup, t'arrives à te projeter dans un avenir professionnel, là ? Oui. C'est encore un peu flou. Ouais, alors non, mais c'est aussi tout récent. Ouais. Du coup, oui, maintenant, j'arrive vraiment à me projeter et j'aimerais de tout cœur pouvoir travailler dans une association, en fait, qui lutterait contre le trafic d'êtres humains, que ce soit ici en Suisse ou en Europe, ou qui aiderait simplement les victimes de la prostitution, qui veulent sortir de la prostitution, que ce serait tout ce qui est niveau juridique plutôt, tout ce qui est au niveau des lois, parce qu'il y a énormément de lois à changer dans ce niveau-là, moi je pense personnellement, et aussi tout ce qui est j'ai aussi énormément à cœur tout ce qui est social aussi, pourquoi pas tout ce qui est réinsertion, en fait, exactement ce que l'association elle offrait en Afrique du Sud, pourquoi pas essayer d'implanter ou de trouver une association ici en Suisse ou dans l'Europe qui ferait la même chose, et puis pouvoir y participer, ça serait vraiment en fait ce serait vraiment un honneur pour moi de pouvoir travailler plus tard dans ce genre de domaine. Ok, trop bien. Et à part la prostitution, dans le trafic d'êtres humains, il y a d'autres choses ou c'est le principal En fait, ça dépend. Le trafic d'êtres humains, c'est pas la même chose que la traite des êtres humains. Oui. Je pense que c'est ça la différence. La traite des êtres humains, c'est tout ce qui est trafic plus tout ce qui est esclavage. Et par exemple, dans l'esclavage, il peut y avoir demander à... c'est ce qui se passe malheureusement en Asie, beaucoup. C'est des enfants, c'est par exemple 200 enfants qui travaillent pour une marque ou pour des vêtements sous un bureau où ils ont juste à boire, pas trop à manger. Ça, c'est plutôt tout ce qui est esclavage. Après, t'as esclavage de travail, t'as esclavage sexuel, donc ce qui peut ressembler à du trafic, mais pas encore forcément le trafic d'êtres humains. Donc c'est un peu vaste, mais généralement quand on dit trafic d'êtres humains, on pense spécifiquement à toutes les personnes qui sont forcées à faire des actes sexuels tous les jours. Ok, d'accord. C'est plutôt ça. Et du coup, c'est quoi le poste idéal pour toi ? Genre, est-ce que tu arrives à le définir exactement ou... Le poste idéal pour moi, ce serait, je pense, juriste dans ce domaine, pour pouvoir vraiment donner des conseils à la fois aux femmes qui en ont besoin, à la fois à tout ce qui est au niveau juridique, toutes les personnes qui ont des questions par rapport à ça. Ce serait de mettre un peu mon grain de sel aussi dans les lois, et puis ce serait de pourquoi pas essayer de changer des lois, essayer de juste faire réaliser aux gens en fait que le trafic d'êtres humains ça existe en Suisse. La prostitution illégale, ça existe en Suisse, qu'il y a des femmes qui veulent pas faire ça en fait, qui n'ont pas eu le choix, vraiment, et juste un peu casser un peu tous ces clichés, mais aussi d'un point de vue du droit, et pouvoir aider en fait ces personnes qui ont vraiment des droits à juste sortir de ces domaines, et puis à faire autre chose, à pouvoir faire autre chose en fait. Ok. Et tu penses que tu vas le trouver ce poste ? Enfin, tu penses que ça va t'aider ? Oui, je pense. J'espère honnêtement. Et à l'heure actuelle, il existe des associations en Suisse qui luttent et qui aident ces femmes. Du coup, c'est possible, c'est faisable. Et j'aimerais beaucoup les aider au niveau juridique, du coup. Ok. Moi, je pose cette question aussi parce que des fois, il y a des domaines où il n'y a pas beaucoup de travail. Ouais. Du coup, je demande est-ce que le marché du travail est... Ouais. Alors, normalement, ça, c'est bon, mais on verra après, on ne sait jamais. Mais normalement, oui, ça devrait être faisable. Avec tout ton parcours, tu t'es découverte quelle aptitude ? Je pense que l'aptitude que je vois en premier, c'est... je sais pas vraiment si c'est une aptitude en fait, mais prendre les choses une à une. C'est juste, je dirais pas vraiment de la patience, mais je dirais juste de la persévérance peut-être, c'est ça en fait. Okay. De juste réaliser que des fois on a envie que ce soit de A à Z, puis vraiment on a envie que ce soit un chemin tout beau, tout tracé, tout droit. Et en fait, plus on fait de zigzags, plus des fois on a l'impression qu'on sort du domaine, on s'éloigne et tout. Et en fait, moi, tous mes zigzags, ils m'ont permis de réaliser que
ouais, genre mon but a vraiment changé et j'ai persévéré à vraiment vouloir trouver ce que je voulais vraiment faire. Et j'ai dû passer par des étapes inhabituelles. Et c'est pas grave parce que je suis contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis contente d'un peu l'idée de mon avenir professionnel. Et aussi à réaliser que une de mes aptitudes, c'est clairement la communication. Oui. J'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup être entourée de personnes. J'aime beaucoup dire ce que je pense. J'aime beaucoup... communiquer en fait mes idées, ce que j'ai à cœur. Du coup, c'est clairement une aptitude qui m'a permis de réaliser aussi que je pourrais être, même si je suis pas très forte en orthographe, entre guillemets une bonne juriste, parce que je pense vraiment pouvoir défendre mes points de vue et mes idées. Et c'est quelque chose qu'on m'a quand même demandé à l'université en droit, que donc je pense que j'ai quand même. Et je sais pas trop, une autre aptitude. Moi, j'en demandais qu'une, mais... Ah, qu'une? Alors, c'est bon. Non, j'ai répondu. Non, il y a des gens, ils envoient 6, puis ils me disent les 6, mais c'est très bien. Ouais, ok. Donc, tu sais que t'as besoin, de toute façon, de bosser avec des gens. Tu serais hyper triste d'être, genre, toute seule dans un bureau ou... Alors, ouais, assez. J'aime bien les gens. Oui. J'aime bien travailler en équipe, ouais. J'aime bien être entourée de personnes. C'est vrai que travailler un peu dans son bureau tout seul, ça me ferait un peu triste. Et j'aime beaucoup le contact en fait. Et c'est pour ça qu'au départ, quand je disais ça, puis que les gens me disaient mais t'es sûre que tu veux devenir juriste parce que c'est pas forcément là où t'as le plus de contact avec des gens. C'est pour ça que je réalise que oui, je vais être juriste, mais dans un domaine assez particulier, plutôt relationnel en fait. Ouais. Pas quelqu'un derrière son ordinateur qui tape des rapports toute la journée. J'avoue que ça ne me correspond pas trop. Mais il faut vraiment prendre en compte son caractère dans le poste qu'on veut faire après, parce que, oui, je pense qu'il y a des gens dans ton cas qui ont besoin d'être d'être entourés de gens et qui finissent juristes tout seuls dans leur bureau et ils sont malheureux, quoi. Ouais. Et au contraire, moi j'ai des potes qui étaient en restauration... d'œuvres d'art, elles aiment pas les gens. Elles sont très contentes d'être toutes seules dans leur atelier avec leurs objets toute la journée, ça leur va très bien. Ouais. Donc faut juste En fait, faut juste se connaître soi-même, savoir ce que toi t'aimes en fait, tes circonstances, qu'est-ce qui te plaît. Et puis clairement, du coup ouais. Ok, trop bien. Et du coup, tu me dis en off que t'avais de la peine à trouver une inaptitude. Est-ce que t'en vois quand même une Je me souviens, cette question m'avait... une inaptitude. En fait, c'est pour ça que j'avais dit qu'une de mes aptitudes, c'était pas forcément la patience, parce que je suis pas une personne patiente de base. Mais comme tu dis, t'arrives quand même à faire étape par étape et pas à brûler les étapes. À la fois, oui, mais à la fois, je suis quand même une personne qui marche avec des objectifs. Donc, j'aime bien, étape par étape, c'est un peu... ça avance. Voilà. Du coup, je suis pas une personne qui reste assise chez moi pendant une année et puis qui se tourne les pouces en se disant, j'ai loupé ma deadline, je reprendrai la prochaine. Il me faut quand même, on me fait quelque chose. Donc, je suis un peu active pour ça. Mais je sais pas si c'est vraiment une inaptitude. Non, mais tu triches, c'est une aptitude. Voilà, je triche. Ok, alors une inaptitude, c'est que je suis pas manuelle. Tu l'avais dit aussi, tu me l'avais soufflé juste avant. Mais ça, c'est clair que je suis plutôt... c'est pour ça que je pense aussi que je suis plutôt dans un domaine où on n'a pas besoin de faire des choses manuelles. Ça, c'est clair que depuis toujours, moi, les travaux pratiques sur bois ou textile, comment dire, que je ressortais avec des choses que les profs se demandaient ce que c'était de base, mais ils souriaient. Du coup, ça, c'est clair que... Depuis toute petite, et c'est vrai que... Ouais. C'est vrai que ça n'a jamais été ça. Mon pouf en D ressemble plus à un pouf en triangle. Du coup... Ah oui. Ouais, c'est pas... c'est pas tété. Donc, non, c'est... Du coup, ça, c'est clairement une de mes inaptitudes. Après, j'en trouve pas d'autres comme ça, mais je pense que j'en ai, hein. C'est pas que j'en ai pas. Mais comme ça, ouais... Écoute, je sais déjà pas. Bien, hein. C'est déjà pas mal. Ok, j'en ai une. Bravo. T'as passé le test. Non, je te dis, des fois, il y en a qui trouvent pas du tout. Et puis... Ouais. Est-ce que t'as des reproches à faire au système scolaire et universitaire ? Waouh. Des reproches... Honnêtement... je pense que si je devais faire plutôt des reproches, ce serait plutôt en fonction des professeurs. Okay. Là, j'attaque les professeurs, ça fait mal. Mais j'avoue que en droit, j'ai eu en deuxième année une professeure, je dirais pas son nom, comme ça, bien sûr, on ne peut pas savoir, qui m'avait
vraiment taclé, mais vraiment personnellement en fait. Et pour moi, ça sortait du contexte professionnel, ça sortait du contexte universitaire. Et à la suite d'une dissertation qu'on avait dû rendre, en fait, elle m'avait dit que je pourrais jamais être juriste parce que j'étais pas très intelligente, que je savais pas écrire. Et en fait, les mots qu'elle a dit, pour moi, sortaient du simple... de la simple relation d'une dissertation à un étudiant, en fait. C'est pas juste l'analyse de ton texte. C'est ça. Du coup, du jugement, quoi. Ouais, du coup, en fait, à la fois, c'est une reproche, mais ce serait plutôt un conseil pour toutes les personnes qui ont vécu, en fait, ça. C'est qu'il faut pas s'arrêter, en fait, à cette seule personne. Parce que des fois, les profs, c'est quand même des grands... en droit, c'est quand même des grands avocats, on va pas se mentir. C'est des personnes qui maîtrisent très bien leur domaine, qui sont très fortes, qui ont beaucoup de passion pour aussi transmettre leur savoir. Mais c'est des personnes qui n'ont pas forcément la pédagogie, en tout cas cette personne-là n'avait pas forcément la pédagogie pour. Et je pense qu'en plus, c'était vraiment la période où j'étais à mon 2e échec. Et c'était vraiment la période où j'ai vraiment dû être aidée par mes amis pour me dire c'est faux, je peux le faire en fait. Du coup, ce que je reprocherais entre guillemets au système universitaire, c'est peut-être pas forcément regarder les relations qu'ont les profs et les élèves, parce que cette histoire, elle est pas isolée. J'ai eu beaucoup de mes amis qui ont aussi des histoires comme ça, ou même pendant des examens, des profs qui leur ont dit des choses, mais pour moi, qu'on n'a pas le droit de dire, entre guillemets, à la figure. Et je trouve ça juste un peu dommage, parce que c'est vrai qu'apprendre et l'université, c'est dur, mais quand même, au point de presque dégoûter un étudiant juste parce que personnellement, on n'aurait pas d'affinité avec, ou personnellement, on pense qu'il ne pourrait pas y arriver. Je pense pas qu'on peut arriver, honnêtement, à dire à un étudiant tu pourrais ne jamais être juriste. Ah, ça c'est chaud quand même. Au final, on n'en sait rien. Donc, peut-être que ce serait pas le meilleur juriste, ok. Peut-être que des fois, c'est pas fait pour toi, mais au final, le prof, il connaît qu'une facette, du coup. Et puis, je veux dire, à l'école, on a quand même tous eu un domaine où on n'aimait pas et on n'était pas très fort. Et je veux dire, c'est normal parce qu'on n'est pas parfait. Du coup, j'avoue que ça, c'était clairement un de mes... un moment pas très facile pour moi à l'université. Et en fait, mon reproche, c'était que je pouvais pas vraiment en parler à l'université en elle-même, parce qu'il existe des conseillers pour les universités, mais je crois que là ils essayent de mettre en place des assos pour justement tout ce qui est harcèlement, mais pas juste harcèlement de méca meuf ou transphobe ou quoi, vraiment je pense qu'ils essaient de mettre en place justement des discussions, ce serait cool, entre profs et étudiants, parce que ce serait vraiment chouette. Je pense qu'il y a vraiment un taf en fait à faire là-dedans. Je pense qu'il y a vraiment des choses à aller creuser pour un peu améliorer en fait, puis surtout pour sécuriser aussi un peu l'étudiant en fait, tout simplement, parce que oui, on est tous un peu des fois colériques, oui, des fois on a des mauvaises journées, mais quand ça sort un peu du cœur et puis que ça arrive devant une personne qui était pas prête du tout pour ça, puis qui est pas là pour ça en fait, c'est juste trop dommage. Et puis si là on arrive à quitter sa profession, c'est vraiment triste. Du coup on peut faire la part des choses aussi, du coup ouais. Okay. Mais c'est cool s'il y a des associations qui a un petit peu un parce truc effectivement, c'est compliqué. Déjà, en entreprise, ça a l'air compliqué. Mais c'est vrai qu'à l'école... je sais pas. Je trouve quand même chaud que les profs soient aussi peu respectueux parfois. Et j'ai eu une amie dans une école... qui a dû partir de l'école, et je pense que ça frôle l'illégalité, la raison pourquoi ils l'ont fait partir. Mais bref, mais en fait elle avait essayé de se dépatouiller justement avec la médiatrice de l'école et tout. Et en fait même la médiatrice elle lui a dit mais en fait même si je règle votre problème, vous allez quand même rester avec ces profs là pour les années qui suivent, et en fait c'est des humains, et en fait ils vont continuer à vous mettre des bâtons dans les roues, et c'est horrible quoi. J'ai pas trop de réponses pour l'instant à ça, et je sais pas. Mais après, pour revenir à l'uni, et puis que les profs sont pas toujours pédagogues, ils ont pas de cours de pédagogie, les profs d'uni. C'est quand même quelque chose. C'est peut-être aussi un peu dommage, en fait. Parce que généralement, des fois, je me souviens en droit, on a fait un prof en particulier qui nous criait dessus parce qu'on comprenait rien. Mais au final, je pense que s'il avait pris... à l'université, il y en avait un aussi. Mais s'il avait juste pris un peu le temps de nous réexpliquer peut-être une deuxième fois, il y aurait peut-être pas
tout le monde qui aurait compris par miracle, mais quand même, il y aurait peut-être une bonne partie. Et puis ouais, des fois, la pédagogie peut quand même donner des bonnes solutions, je pense, surtout en tant qu'enseignant à certains domaines. Et puis ouais. Mais après, c'est clair que c'est des profs qui maîtrisent extrêmement bien leur domaine, et aussi en droit, c'est des experts qui sont très forts, ils sont aussi passionnés, et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir, entre guillemets, de les avoir comme prof. Et tu peux apprendre beaucoup d'eux, je pense. Et t'apprends énormément d'eux, en fait. Mais c'est vrai qu'il y en a ils ont leur petit style à eux, quoi. Ouais. Du coup, ouais. Ok. Dernière question. Yes. Si t'avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que tu ferais? Waouh. Si j'avais de nouveau 18 ans, qu'est-ce que je ferais? Niveau, genre, en sortant de lycée, en fait. Ouais, en sortant du lycée, est-ce que tu referais exactement le même parcours? Est-ce que tu commencerais par une année de pause? Est-ce que, je sais pas... Honnêtement, je pense que si j'avais 18 ans et que j'avais de nouveau le choix, je sais pas pourquoi, mais je crois que je partirais en social, maintenant. Ouais. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est le côté social, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup aider les autres. Et honnêtement, je partirais dans le social. Mais, ouais, ça ce serait, je sais pas, j'aurais essayé le social. Mais à la fois, je pense que, au final, j'ai quand même toujours vraiment beaucoup aimé le droit. Et en fait, j'ai toujours aimé le droit parce que pour moi, j'ai toujours vu énormément d'injustices dans le droit. Et moi, je suis une personne qui marche par la conviction de changer les choses. Du coup, je pense que même si j'aurais essayé le social, à un moment ou donné ou à un autre, je serais arrivée en droit. Parce que c'est clairement quelque chose qui m'attire. Et puis ouais, du coup, je sais pas trop si vraiment... Mais peut-être que j'aurais hésité entre social et droit, en tout cas, si j'avais de nouveau 18 ans. Mais je sais que de toute façon, je serais à un moment donné partie en année sabbatique et puis juste faire du bénévolat et voyager. Parce que c'était mon rêve depuis toujours. Ouais. Aller en Nouvelle-Zélande, c'était mon rêve depuis que je crois que je sais dire Nouvelle-Zélande. Donc, peut-être 5-6 ans. Mais depuis toujours, vraiment. J'ai jamais vraiment su pourquoi et d'où ça venait. Mais depuis toujours, je voulais vraiment aller en Nouvelle-Zélande. Je voulais aussi aller voir la muraille de Chine. Je voulais aller faire du bénévolat en Afrique. Donc, j'aurais clairement, de toute façon, passé par une étape d'année sabbatique. Ça, c'est clair. Ouais. Est-ce que t'as des nouveaux rêves, entre guillemets, je sais pas, des pays à visiter ou des expériences à faire, genre... Ouais. Mon nouveau rêve, ouais, ce serait... Il y a un continent que j'ai pas encore vraiment fait, c'est l'Amérique du Sud. Oui, et j'aimerais beaucoup aller aussi découvrir cette culture. Et puis... ouais, un peu aussi pouvoir aller voir aussi là-bas les aides qu'ils ont besoin et puis pourquoi pas faire du bénévolat. Et ce serait clairement un de mes nouveaux rêves, un de mes nouveaux voyages en fait, parce que j'aime bien les voyages. Et ouais, du coup, pourquoi pas après le master? Non. non, on va essayer quand même de travailler un jour. Mais pause, c'est les études. C'est ça en fait. C'est ça. non, mais je pense... En fait, c'est pour ça aussi que je l'ai pas dit, mais c'est pour ça que j'ai fait mon année sabbatique avant le master. C'était parce que pour moi, dès que t'as le master en fait en droit et puis que tu peux trouver une place ou que t'as de la chance de trouver une place, tu vas pas du jour au lendemain te dire je vais partir une année. Ou alors c'est peut-être 2 ou 3 semaines. Et moi, c'était clairement ce qui m'intéressait pas en fait. C'était de partir vraiment à un bon moment. Puis d'avoir juste ce moment aussi pour voyager. Du coup, je sais pas si t'es pénalisée de pas travailler tout de suite après avoir eu ton master aussi. Mais je pense parce que si en droit, il y a un truc, c'est que les lois, elles changent presque tout le temps. Non, pas tout le temps, j'abuse, mais elles changent assez souvent. Et du coup, si t'es pas à la page, peut-être que, ouais, ce sera un petit peu pénalisant, entre guillemets. Mais oui. Ok. Bon, merci beaucoup, c'était trop intéressant. Oh, merci à toi. Et puis, voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou à l'adresse mail mesetudesmesdoutes-et-moi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!